Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième partie sur les plantes aphrodisiaques. Donc voilà, la semaine dernière, j'avais fait la première partie, il y a 2 semaines. Voilà, donc là j'ai encore une dizaine de plantes que je vais vous présenter aujourd'hui pour stimuler la libido, traiter les problèmes d'impuissance, voilà. La première plante, c'est le ylang-ylang. Alors, son nom latin, c'est Cananga odorata. Alors c'est un arbre à fleurs jaune-vert qui fait à peu près en moyenne 25 mètres. Alors il est originaire d'Indonésie et des Philippines et il se cultive en Asie et aussi en Afrique tropicale. Alors c'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 50 ans. Et les parties utilisées de l'arbre du coup vont être les fleurs et l'huile essentielle bien sûr que beaucoup de gens connaissent je pense. Et du coup cette huile essentielle elle contient du linalol à peu près à 10 à 30%. On y retrouve du safrole, de l'eugénol, du géraniol, des sesquiterpènes dont 15 à 25% de gémacrène. Voilà. Alors il faut savoir que le parfum des fleurs en fait c'est un ornement traditionnel en Extrême-Orient. Alors il a été implanté dans l'océan Indien au début du XXe siècle par des religieux français et des colons. Et la production du ylang-ylang à Mayotte représente 85% de la production totale. Donc voilà, c'est vraiment dans ces régions qu'elle est le plus produite. Et du coup, c'est le parfum des fleurs qui recèle des propriétés aphrodisiaques. Alors, pour de meilleurs résultats, je vous conseille de faire un mélange d'huile essentielle. Donc, vous, par exemple, vous mettez 15 gouttes d'ylang-ylang, vous pouvez mettre aussi 10 gouttes de néroli et 10 gouttes de géranium, par exemple. Et les mélanger dans une huile végétale, vous pouvez prendre de l'huile d'argan, par exemple. Et ensuite, vous allez vous masser le bas de la colonne vertébrale, donc vraiment à la base, voilà, pour stimuler le désir sexuel. Alors surtout aussi, faites attention à ne pas utiliser l'huile en usage interne. Ensuite, la deuxième plante, c'est le souchet comestible, qui s'appelle le Cyperus esculentus. Alors c'est une plante à tubercule cylindrique qui atteint généralement 50 cm de haut, comme vous pouvez voir sur la photo. Alors ça ressemble à de l'herbe, hein. Mais voilà, les fleurs sont quand même assez typiques du souchet. Alors il est originaire du bassin méditerranéen et il pousse dans le monde entier. Voilà, même en Inde, on peut le retrouver aussi en Inde, en Asie. Et les parties utilisées, du coup, c'est seulement les tubercules que l'on va déterrer en hiver et en été. Et on les appelle les amandes. Alors, le tubercule, il est constitué donc d'une huile fixe de 20 à 36%. Cette huile, elle est très riche en vitamine E, mais aussi en acides gras essentiels. Donc, on y retrouve de l'oméga 3, de l'oméga 6 et de l'oméga 9. Il y a aussi des amidons. On y retrouve différentes vitamines. Il y a des fibres, des glucides, des lipides et des phytostérols. Alors c'est une plante qui était très utilisée en médecine traditionnelle égyptienne surtout, mais aussi en ayurvédique. Et alors dans certaines représentations, dans des tombeaux, on a retrouvé en fait des traces du souchet qui étaient souvent associées à la date, afin de faire en fait des gâteaux qui s'appelaient les shaït. Je sais pas trop comment ça se prononce, ça s'écrit S-H-A-Y-T, les shaït. Donc voilà. Et du coup, les amandes, elles sont utilisées aussi depuis très longtemps en Afrique pour stimuler la libido des deux sexes. Alors, il va augmenter le taux de spermatozoïdes et il traite du coup les problèmes érectiles, plus particulièrement chez les hommes. Ensuite, le gnaphalium des marais, qui s'appelle le Gnaphalium uliginosum, qui est une plante annuelle, donc à feuilles un peu gris argenté, comme vous pouvez voir sur la photo, et qui a des petites capitules jaunes. Alors, elle fait à peu près 20 cm de haut. Alors, elle tire ses origines d'Europe, de Caucase et aussi du Proche-Orient. Et la plante s'est acclimatée en Amérique du Nord, en particulier sur les sols humides. Les parties utilisées du coup de la plante sont les parties aériennes qui sont cueillies en été lorsqu'elles fleurissent. Alors, le gnaphalium, il est constitué d'huile essentielle et de tanins. Alors, le nom gnaphalium en fait vient du grec gnaphalon qui signifie touffe de laine. Donc voilà, d'ailleurs il s'appelle aussi cotonnière des marais. Donc je sais pas, vous pouvez voir qu'elle est recouverte en fait d'une fine couche de poils blancs qui fait penser un peu à du coton.
Alors malheureusement je n'ai pas trop de renseignements sur son utilisation, mais je pense que ce sont les fleurs qui se prennent en infusion. Voilà, donc à vérifier, à se renseigner un peu plus. Voilà, pour être bien sûr de la méthode. Ensuite, je voulais vous présenter le Goculacantha. Alors, qui s'appelle en latin Hygrophila spinosa, qui est un arbuste épineux à tige rouge avec des fleurs bleues. Il peut atteindre 60 cm de haut. Alors, il est originaire d'Inde, mais on le cultive dans toutes les régions tropicales. Et les parties utilisées de la plante sont les parties aériennes et les racines. Du coup, les parties aériennes sont récoltées lors de la floraison. Voilà. Alors, le Goculacantha, il est constitué de mucilage, d'huile fixe, d'huile essentielle et d'alcaloïdes. Il est très fréquent en Inde, donc c'est vraiment la plante indienne, et voilà, on l'utilise beaucoup là-bas pour stimuler la libido, et voilà, on peut utiliser les racines en décoction ou les parties aériennes en tisane. Voilà, on peut aussi, oui, je crois qu'elle peut aussi se trouver en gélule. Mais voilà, comme je vous le dis, en gélule, je préfère faire attention quand même. Faites attention à l'enrobage de la gélule. Vérifiez bien qu'il est voilà, que c'est un enrobage naturel et que les gélules sont bio, quoi. Ensuite, le muirapuama. Le muirapuama, compliqué à lire, je trouve, qui s'appelle en latin le Lyrosma ovata, qui est un arbre à tronc gris avec des fleurs blanches et des fruits un peu jaune-orangé. Donc c'est un arbre qui peut atteindre 15 mètres de haut, assez petit, et il est originaire des forêts brésiliennes, donc notamment dans les régions du Rio Negro et de l'Amazone. Et les parties utilisées sont les racines, l'écorce et le bois. Alors le muirapuama, il est constitué de stérol, d'alcaloïdes et de muirapuamine, qui est un alcaloïde. Et alors cette plante, elle est très très appréciée par les Indiens d'Amazonie. Donc surtout, elle était surtout utilisée pour traiter les problèmes d'impuissance. Et voilà, elle a été connue en Europe au cours des années 1920 et 1930. Du coup, c'est la muirapuamine, l'alcaloïde, en fait, qui confère à l'arbre ses propriétés aphrodisiaques. Alors, au Brésil, il y a certaines personnes en fait qui se frottent les parties génitales directement avec du bois ou de l'écorce, donc pour stimuler une érection. Alors, vous pouvez le faire aussi. Je pense qu'il faut que qu'il y ait tout un traitement du bois ou de l'écorce avant, parce que bon, voilà, et puis il faut pas d'égratignure, il faut qu'il soit un peu poli le bois, quoi, parce que bon, ce serait malheureux de s'entailler à cet endroit-là. Sinon, toutes ces plantes-là, enfin, surtout celle-là, elles se trouvent en gélule, donc voilà, ça peut être intéressant de le prendre en gélule, plus que de se frotter les parties avec, enfin, voilà, comme vous voulez. Et la dernière plante, c'est la salspareille d'Europe, qui s'appelle la Smilax en latin, donc qui est une plante grimpante, à grandes feuilles ovales, comme vous pouvez voir, qui sont vraiment endémiques de la salspareille, avec des petites fleurs vertes. Et c'est une plante qui peut aller jusqu'à 5 mètres de haut. Donc elle pousse dans les forêts tropicales plutôt humides et dans les régions tempérées d'Asie et aussi d'Australie. Et du coup, c'est seulement la racine qui s'utilise et elle se récolte tout au long de l'année. La salspareille, elle est constituée d'1 à 3% de saponine stéroïdique. Il y a aussi des phytostérols, environ 50% d'amidon, de la résine, de l'acide sarsapique et on y retrouve aussi des sels minéraux. Cette plante, elle a été découverte et importée du Nouveau Monde en Espagne en 1563. Donc après, elle a commencé à être utilisée par la pharmacopée occidentale. Et au Mexique, on l'utilisait beaucoup aussi. La racine, elle servait à fabriquer une boisson à base de végétaux. Alors du coup, c'est surtout en Amazonie en fait que la plante servait à accroître la virilité. Et c'était la racine du coup qui se prenait en décoction, voilà, pour stimuler le désir sexuel. Et voilà, je vous ai présenté les plantes aphrodisiaques que j'avais sous la main. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. J'ai pris les principales, on va dire, celles qui sont aussi les plus faciles à trouver. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut
pour stimuler vos désirs. Donc vous voyez, il y a certaines plantes qui sont plus qui vont plus traiter donc l'impuissance, les problèmes d'érection. Il y en a, ça va être plus aussi la fertilité. Il y a des plantes qui vont augmenter le taux de spermatozoïdes, comme vous avez pu voir. Donc voilà, chaque plante a son petit truc en plus. Et, voilà, en tout cas, les utilisations sont assez faciles. Les racines, les parties dures de la plante en décoction et les parties fines en infusion. Et après, on peut se frotter aussi les parties génitales avec de l'écorce ou du bois. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est assez simple d'utilisation. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur les plantes qui traitent les aftes. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et plein d'amour. À la prochaine.